Merci à tous pour ce matin d'être présents. Je vais vous présenter des essais qui ont été faits sur la toxicité des produits biologiques sur les acariens prédateurs. Donc, c'est un projet en partenariat avec la ferme Onésime Pouillotte et la compagnie BRG, donc, qui développe des substrats. Dans le fond, pour mettre en contexte le projet, en tout cas que je vais vous présenter, depuis quelques années, donc on assiste en fait à l'essor de la production de longue canne tulamine. C'est une framboise qui est produite qui est actuellement produite au Québec, qui produit de gros fruits, donc de grosses tailles avec un goût excellent et donc qui est en plein essor. Dans le cadre de notre projet, en fait, c'est issu des défis qui ont été surtout énoncés en 2017. Donc, on sait que les producteurs de framboises biologiques, pour se développer, c'est pas toujours facile, en fait, à développer une culture biologique. Et il y a différents défis, notamment au niveau de la phytoprotection. Donc, la protection phytosanitaire de la culture est assez ardue, notamment à cause de la drosophile à LTHT, et aussi des acariens ravageurs, donc notamment le tétranique à 2 points. Donc, ces défis-là ont été énoncés précédemment dans différentes études. Nous avons donc élaboré avec avec 2 partenaires, donc c'est vraiment une grosse collaboration à 3, un projet de développer une régie de production de longue canne de framboises biologiques hors sol. Donc, c'est un projet de 4 ans qui est financé par le programme Agri-Sciences et donc qui se réalise avec la ferme Onésime Pouillotte à l'île d'Orléans et la compagnie Berger, donc, que je disais, qui développe des substrats. Donc, il y a différents volets dans ce projet, et notamment, il y a un volet phytoprotection. Donc, on s'est intéressé, pour revenir donc, au niveau phytoprotection, au tétranique à 2 points. Donc, pour faire une régie biologique de framboise sous grand tunnel, on a ce ravageur qui est présent et donc, il est très fréquent. C'est un acarien qui est présent dans toutes les cultures, qui est très dommageable. Il apparaît en début de saison très rapidement puisque souvent, on a des femelles qui hivernent sur les plants. Donc, notamment dans la production hors sol, les femelles vont hiverner dans les cannes qui vont rester dans les pots. Donc, souvent, au début de saison, il va y avoir une infestation dans les parties basses des plants, puis les individus, en fait, vont monter dans les parties supérieures et ça va provoquer un dessèchement des feuilles. Mais on peut quand même voir des foyers un peu partout, ça reste quand même ça. Les individus s'alimentent donc du feuillage, ça les fait jaunir, ça développe des toiles quand les infestations sont assez grosses et les feuilles s'enroulent. Donc, dans la framboise bisannuelle, le problème, c'est que ça peut affecter les rendements de l'année, mais aussi des années suivantes et la survie hivernale des plants. Donc, il existe différentes méthodes de contrôle en biologique qui vont être, par exemple, si on a une production, on va vérifier les boutures, les plants achetés, tout ce qui rentre dans la ferme. On va faire une gestion serrée du couvre-sol, donc gestion des mauvaises herbes et du couvert végétal qu'on a. On va pouvoir aussi faire une destruction des débris de culture sur lesquels ils peuvent rester, détruire des foyers d'infestation. On peut employer des bioacaricides, mais souvent en biologique, on veut se tourner vers les ennemis naturels et donc il y a l'utilisation d'acariens prédateurs. Donc, dans le cadre de ce projet-là, nous, on a des essais qui se font sur le terrain, donc de tester des mélanges d'acariens prédateurs pour développer une régie de production biologique. Et donc, on s'est intéressé à ces prédateurs-là. Dans le cadre de l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, nous, on a sélectionné 4 prédateurs, donc de leur nom, leur petit nom latin, donc Neosilus californicus, le premier, Neosilus fallacis, le deuxième, Phytoceilus persimilis, le troisième, et Amblyseius andersoni, le quatrième. Donc, ces 4 prédateurs-là font actuellement l'objet d'une étude terrain pour voir leur effet sur les tétraniques à 2 points dans la régie de culture bio de longue canne. Et ce sont donc des prédateurs qui ont différents types d'alimentation. Donc, je vous ai mis par exemple les 2 premiers et le dernier, c'est des types 2, c'est-à-dire qui sont généralistes, tandis que par exemple, Phytoceilus persimilis, c'est un type 1, il est exclusivement consommateur de tétranique à 2 points. Donc, vous avez dans le tableau aussi les différentes caractéristiques qui font qu'on a choisi ces prédateurs-là et aussi leur
leurs caractéristiques qui font que, bon, par exemple, certains vont mieux fonctionner à certaines températures, leur durée de vie, etc. Et leur taux d'humidité, par exemple, optimal à laquelle ils vont pouvoir en fait réaliser la meilleure prédation et survivre. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais détailler parce que je veux passer à la suite. Donc, dans le cadre d'une régie biologique, ce qui est important, c'est qu'on ne lutte pas juste contre un acarien ou un insecte, c'est qu'on va devoir lutter contre tout ce qui arrive en fait dans la culture et abaisser les niveaux de ces ravageurs-là à des seuils acceptables. Donc, dans une production biologique de régie de longue canne de framboise, on peut avoir de la cicadelle, on peut avoir du puceron et on aura beaucoup de drosophiles. Donc, si on veut coupler toutes les méthodes ensemble pour lutter contre tous ces ravageurs, il faut voir s'il y a de la compatibilité entre les méthodes. Donc, nous, ce qu'on a regardé, c'est par rapport aux acariens prédateurs, s'il y avait une certaine compatibilité avec les produits qui sont homologués pour d'autres ravageurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte biologique pour ces ravageurs-là, mais si, admettons, on veut utiliser certains produits, des biopesticides pour la cicadelle, le puceron, la drosophile, il faut voir si c'est compatible avec nos acariens. Donc, dans nos affiches de production fruitière intégrée, il y a différents produits qui sont listés, biologiques, qui peuvent être utilisés. Et on sait déjà qu'il y a dans la littérature des informations sur la compatibilité avec les acariens phytocides. Donc, on sait s'il y a des toxicités faibles, moyennes ou inconnues. Cependant, il y a certaines données qui ne sont pas connues. Donc, dans ce projet, on avait l'objectif donc de développer une gestion biologique de la culture, donc vérifier la compatibilité des acariens avec les biopesticides, et on a testé 4 produits, donc l'Entrust, le Piganic, le Vigol et le Safers, sur la mortalité des formes mobiles. Quand on développe des expériences avec les acariens, je vous avoue que c'est vraiment pas évident. Donc, on a passé un bon 3 mois à faire des pré-tests, tester différents systèmes pour minimiser la mortalité, pour maximiser en fait nos résultats. On a choisi un setup suite à une revue de littérature et donc à des pré-tests, donc de ce qui se faisait ailleurs aussi, pour s'en inspirer. Donc, la méthodologie consistait donc à préparer les biopesticides dans la journée même. Nous avons fait 12 répétitions pour les 4 espèces de prédateurs. Les tests étaient faits sur des cercles de feuilles sur lesquels en fait on déposait aussi la ressource. Donc, dans le cas des 4 acariens, il y avait soit des tétraniques à 2 points, soit on pouvait aussi utiliser du pollen pour ceux qui mangent du pollen. On a testé 10 formes mobiles, mais avec prioritairement des adultes. Donc, on prenait toujours les plus gros individus. Entre les 4 espèces, ce n'est pas toujours facile de repérer en fait les femelles, les mâles, etc. Donc, on a testé les 4 espèces séparément et vous avez en bas le petit tableau avec les 4 produits qui ont été testés suivant les doses recommandées au champ pour les différents ravageurs autres que le tétranique à 2 points. Les produits en fait ont été pulvérisés avec une tour de Potter, donc 1 millilitre, et les observations ensuite ont été faites pendant une semaine. On a placé les individus dans des incubateurs, dans des pétris scellés. On a ajouté de la nourriture tous les 2 jours ou tous les jours au besoin, et donc on a observé des taux de mortalité. La mortalité était prise tous les jours à la même heure. On a fait des blocs aussi, évidemment. On ne pouvait pas tout tester en même temps. Et on les a classés comme vivants, moribonds, morts ou introuvables. Donc, les vivants, c'est facile. Ils se déplacent, ils mangent, ils réagissent au toucher. Les moribonds vont réagir au toucher, mais ne vont pas se déplacer, ne vont pas manger. Les morts sont morts. Et les introuvables, c'est pas mal les individus, des fois, qui s'enfuient ou, suivant, n'ont pas été vus par l'observateur. Donc, ça arrive. C'est quand même des individus qui sont très, très, très petits. Ce qui était intéressant pour nous, c'était d'essayer de les classer dans une charte qui est actuellement établie par l'OILB, l'Organisation internationale de la biologie qui est intégrée. Donc, c'est une base qui a été construite avec des publications de différents chercheurs dans le monde où on regarde la toxicité des produits sur les ennemis naturels. Donc, c'est très intéressant pour voir la compatibilité. Et on peut les classer suivant la mortalité qui a été observée suite à la pulvérisation d'un produit, alors soit en laboratoire, soit en champ. Donc, bon, là, c'est marqué en anglais, je l'ai repris directement du site, mais dans le fond,
avec une toxicité en laboratoire inférieure à 30%, donc une mortalité inférieure à 30%, on classe comme inoffensif. Légèrement toxique quand c'est de 30 à 79%, modérément toxique de 80 à 99%, et au-dessus de 99%, donc c'est toxique, ça tue complètement les individus. Il faut faire attention dans les publications de base qui ont été utilisées pour créer cette database. Hassan et al., eux, classent la catégorie inoffensive en bas de 50%. Donc, nous, notre idée, c'était d'essayer de leur classer sur cette base-là et de voir donc si les produits étaient compatibles avec une gestion biologique. Alors, voici les premiers résultats. Tout au long des... Enfin, je vais vous montrer 4 slides avec les résultats, puis vous allez voir la mortalité naturelle avec la pulvérisation à l'eau, donc qui est le témoin, est quand même assez élevée. On a eu beau essayer différents setups, ça a toujours été quand même assez élevé. Donc, après, je vais vous expliquer comment on a traité les résultats, mais là, disons que c'est les résultats bruts analysés avec les analyses statistiques. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour Neozelus phallacis, le premier acarien, c'est que les 4 produits sont différents significativement de l'eau et l'entrust, le piganique et le céphare sont parmi les plus toxiques comparativement au végol. Donc, c'est quand même des taux de mortalité importants. Si on regarde Phytocillus persimilis, donc c'est l'acarien prédateur qui est très, très spécifique au tétranique à 2 points. On a eu des gros problèmes de mortalité dans nos tests, donc même si c'est après 96 heures. Les toxicités donc, étaient différentes significativement quand même de l'eau. Mais on avait le Cephers qui était le produit le plus toxique comparativement aux 3 autres. Pour Nasoilus californicus, donc, nous avons ici des différences un peu plus élevées entre les différents produits. Donc, sont tous toujours différents du témoin à l'eau, mais l'entrust et le végol sont un peu moins toxiques que le piganique et le céphale. Je passe vite parce que je vais vous montrer après un tableau qui résume tout ça. Et pour Amblyseus andersoni, c'est pareil, il y a des différences qui sont un peu plus marquées. Les 4 produits sont toujours différents donc, de l'eau, avec des produits un peu plus toxiques, donc le piganique et le céphale. Donc, si on résume ça dans un tableau, en fait, on voit un peu mieux les choses. Donc, ici, je vous ai mis les 4 espèces avec les différents produits qui ont été testés. Les délais d'effet, c'est sûr qu'on a arrêté à 96 heures. Nos observations ont duré 1 semaine, mais on a arrêté nos pourcentages de mortalité à 96 heures, les calculs, en lien aussi avec l'activité résiduelle des biopesticides et aussi parce qu'après, la mortalité naturelle commençait à augmenter. Donc, au niveau de nos pourcentages de mortalité, qui est l'avant-dernière colonne, c'est la mortalité qui n'est pas corrigée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrigé avec la formule de Abbott, donc qui tient compte de la mortalité dans les témoins. Donc, à ce moment-là, la mortalité corrigée ici apparaît beaucoup plus basse, puisqu'on considère qu'il y a une mortalité qui est due à la pulvérisation, en fait, au fait de pulvériser de l'eau. Donc, ça reste qu'il faut quand même garder en tête que la mortalité dans les témoins est élevée et on n'a pas réussi à trouver une méthode qui a pu la baisser plus que ça, mais on s'est fié vraiment aux protocoles qui ont été testés dans les autres études. Donc, c'est aussi des observations qui sont labo et non pas terrain. Donc, c'est sûr que les biopesticides, là, il n'y a quasiment pas d'effet qui influence l'efficacité. Donc, c'est quand même des mortalités qui sont élevées. Et donc, vous voyez ici, quand on les classe, les individus, suivant les produits, donc si on se réfère à la charte de l'OIB, par exemple, pour Phytocillus persimilis, donc, vous avez 2 produits qui sont inoffensifs. Donc, ce qu'on a vu, c'est que parmi les produits les plus inoffensifs, en tout cas les moins toxiques, on va dire, le végol apparaît pour les 4 espèces, même s'il est classé légèrement toxique pour certains, il apparaît quand même dans des taux qui sont autour de 30% de mortalité. Également, l'entrust apparaît dans des taux similaires, tandis que les 2 autres produits sont beaucoup plus élevés au niveau des taux de mortalité. Et ça, c'est appuyé par la littérature. Donc, dans 2 publications, on a vu les mêmes résultats pour ces mêmes espèces-là. Donc, ça, c'est des résultats qui nous intéressent. Notamment,
Par exemple, quand je reviens au sujet, donc il y a la compatibilité avec nos acariens prédateurs. Donc si, par exemple, Neozeilus fallacis, c'est un prédateur qu'on introduit souvent en début de saison. Donc, il a une excellente capacité de dispersion, mais c'est surtout qu'il est résistant au froid et survit beaucoup lorsque les populations sont basses. Donc, c'est un agent souvent préventif qu'on va mettre en début de saison. Et par exemple, si on a des problèmes de pucerons, on va utiliser une huile de culture. Donc, on sait que si on a vraiment un très gros problème et donc on veut faire une application phytosanitaire, ben, on a un 30% de mortalité, donc il y a une certaine compatibilité. On va perdre une partie de nos acariens, ça coûte cher, on ne veut pas, mais il y a quand même une possibilité en cas vraiment de dépassement de seuil très important. Si on regarde Phytoceilus persimilis, lui, c'est un acarien qui va être introduit plus particulièrement quand il y a des infestations modérées, voire très élevées. Il va avoir une très grande capacité de dispersion, va aller dans les toiles de tétranique, se reproduit très rapidement. Donc, on pense plutôt à une introduction tardive quand les populations ont monté, donc dans des foyers, ou par exemple, on va voir la drosophile qui va être présent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet acarien prédateur, l'entrust, par exemple, qui est utilisé pour la drosophile, a quand même une mortalité assez faible sur cet acarien prédateur-là. Donc, ça peut toujours être compatible dans une certaine mesure. Donc, ces résultats-là nous renseignent donc sur cette compatibilité et sur après comment on va pouvoir gérer ça dans une régie de production biologique. Et c'est notre objectif futur, donc cet été, de voir cette compatibilité-là et de développer le plus possible donc l'utilisation d'acariens, mais tout en pensant à la gestion des autres ravageurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos affiches de production fruitière intégrée, donc on va pouvoir moduler en fait les codes qui sont actuellement présentes. Donc pour certains, par exemple le Végol et le Piganic, on n'avait pas de données pour les acariens phytocéides. Donc ici, on va pouvoir améliorer les connaissances sur nos affiches de production fruitière. Je vais finir là-dessus. Je vais remercier les personnes qui ont participé au projet, puis notamment aussi Plant Product avec Patrick qui nous a fourni des individus pour nos tests. Et je vais remercier l'organisme subventionnaire qui est le programme AgriScience, donc qui finance l'étude actuelle. Donc, merci.